le contexte. Donc là, vous avez vu sur le plan, on va parler un peu du contexte et de quoi on parle quand on parle de vieillissement, avec ce flou autour du vieillissement, à quel âge on est vieux, le contour du vieillissement n'est pas évident à saisir, mais il y a quand même des données et les démographes ont pas mal d'outils pour évaluer ce vieillissement, le saisir et voir quelles sont les évolutions récentes. Ensuite, dresser un peu les enjeux, mais ça, je pense que vous êtes au cœur de cette problématique. Et nous, en tant que, justement, on l'a abordé là en introduction, en tant que chercheurs, avec des collègues, notre intérêt, c'est aussi de mieux connaître cette population. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire le vieillissement? Les enjeux, les conséquences, et essayer d'éclairer un peu cette problématique en cours. Donc, j'aborderai un peu ces thèmes-là. Et puis, quelque chose qui me tient à cœur quand même particulièrement, c'est la représentation sociale attachée au vieillissement. Parce qu'on est traversé par des mots, le vieillissement, être âgé, et pour chacun, il y a un univers de référence qui arrive. Et quand on parle de vieux, quand on parle de troisième âge, quatrième âge, derrière toute cette terminologie, toute cette sémantique, eh ben, il y a beaucoup de représentations qui arrivent. Et selon notre vécu, notre expérience, puis nos spécialités à chacun, ça compte beaucoup. Et on va voir, sans doute rapidement, parce que j'aurai pas assez de temps, mais on va voir que à travers les médias, à travers les études, le marketing, etc., il y a beaucoup de choses aussi qui sont véhiculées, beaucoup d'images qui sont véhiculées et qui facilitent plus ou moins l'intégration, l'inclusion des personnes âgées dans notre société. On est dans un contexte donc de vieillissement de la société, ça je vais le développer, d'accroissement des inégalités, dans ces diverses dimensions, revenus, santé, logement, aide. C'est très important de renouveler nos connaissances, c'est-à-dire qu'on savait des choses, mais il faut réinterroger régulièrement ce qu'on croyait savoir est peut-être en train de changer, même si les comportements évoluent. Les comportements sociaux évoluent lentement, à l'échelle d'une génération, il peut quand même se passer beaucoup de choses. Et je parlais du numérique tout à l'heure, voilà typiquement un sujet qu'il faut interroger rapidement parce que les conséquences de la dématérialisation des services sont immédiates, directes et alimentent le risque de non-recours, par exemple, et le risque d'isolement. Donc interroger aussi les besoins, les pratiques, les attentes, les projets. Des fois, on croit savoir que oui, mais les gens n'en veulent pas. Je vous parlais du vieillissement des immigrés tout à l'heure. Quand on a commencé l'étude au début des années 2000, les gens disaient mais les gens repartent chez eux, les immigrés repartent chez eux. Ils sont venus pour travailler, mais une fois que la retraite arrive, ils repartent chez eux. On fait une étude avec l'INSEE, plus de 6000 personnes interrogées, 6% des immigrés rentraient chez eux, les autres passaient leur retraite en France. Donc ce qu'on croit savoir parfois n'est pas toujours confirmé par les données. Il faut aller à la rencontre des gens. Voilà. Et puis parler aussi du rôle de la prévention qui a été récemment réaffirmé par la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Je voulais mettre cette phrase en entrée. La vieillesse est une construction. Elle se construit sur une réalité qui comprend des éléments d'ordre biologique, démographique, politique, économique, mais elle se construit aussi sur un imaginaire culturel de représentation. Serge Moscovici en 84. Donc ça, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment penser que le vieillissement et les dimensions qui composent ce vieillissement sont quand même propres à chacun. Par contre, on véhicule une imagerie collective et on va voir qu'on va retrouver tout au long de ce propos, mais tout au long de nos... des écrits qu'on va lire, des discussions, des projets, des études. On retrouve souvent ces deux pôles aujourd'hui qui composent le groupe des personnes âgées, des retraités. On va avoir tendance à trouver en fait une vieillesse en santé et une vieillesse invalide. Ou alors des retraités assez jeunes, qu'on peut appeler des seniors, associés souvent à des valeurs positives, le renouveau, ils ont des projets, ils sont dynamiques, ils sont sportifs, ils sont encore dans la séduction, ils sont épanouis, ils sont riches. Et puis des retraités plus âgés, ce qu'on associe souvent, donc, alors qu'on peut classer dans le quatrième âge, dans une catégorie du quatrième âge, qui véhicule davantage de valeurs négatives. Et là, pour eux, on est dans l'assistance, le soin, la maladie, on pense à la mort, à la dépendance, la dégradation de l'état de santé, l'immobilité, etc.
Donc Bourdieu avait dit la vieillesse n'est qu'un mot. Là aussi, c'est pour le champ lexical est quand même très important. Et quand on y fait attention, on voit que la façon dont on s'exprime, dont on décrit cette étape de la vie, cette nouvelle étape de la vie, à la fois très contextualisée. On n'a pas décrit cette catégorie de population à toutes les époques de la même façon. Et puis parfois, quand on emploie senior, on n'emploie pas personne en perte d'autonomie, etc. On choisit aussi ces mots et les mots nous traversent. C'est-à-dire qu'on est capable, à travers, en utilisant tel ou tel mot, on est capable de faire comprendre non seulement ce que signifie le mot à une personne, mais tout ce qui l'accompagne. Hein, avec un mot, c'est tout un bagage en fait, qu'on transporte avec nous. Donc, concernant le vieillissement, là où c'est compliqué, c'est comment cerner les contours et déterminer le seuil d'entrée, tant elle peut décrire de réalités et de situations différentes. Quels mots utiliser? Vieux, personnes âgées, seniors, troisième âge, quatrième âge, retraités, aînés, vieillards, etc. Donc ça, ce sont des questions qu'on va trouver. Alors, aussi parce que la question de l'âge, en fait, la question de l'âge, c'est une question assez récente et plutôt administrative. Pendant longtemps, en tout cas en sciences sociales, on s'est assez peu soucié de l'âge. Dès le début des sciences sociales, on s'était surtout intéressé aux catégories socio-professionnelles, aux diplômes, aux revenus. Et puis l'âge était un peu considéré comme secondaire. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais à travers l'âge, on peut voir plusieurs catégories, plusieurs univers. Il y a l'âge calendaire ou l'âge chronologique. Bon, c'est typiquement le nombre d'années écoulées depuis la naissance. Donc c'est un reflet seulement partiel du vieillissement parce que effectivement on pourrait le contester et dire que la vieillesse est un état d'esprit. On trouve des gens qui déjà à 20-25 ans on va dire se comportent un peu comme ce qu'on pense des personnes âgées, où il y a des personnes à 90 ans qu'on va dire oh là là il est encore jeune, etc. Vous avez aussi l'âge biologique ou physiologique qui marque des événements tels que la puberté, le début de la ménopause, l'andropause, celui de la dépendance. Là aussi, c'est un indicateur qui peut être controversé parce qu'il marque des inégalités sociales, culturelles. C'est lié au parcours de vie, à l'expérience professionnelle et certains individus qui ne feraient pas leur âge et d'autres qui connaîtraient un vieillissement précoce. Donc, cet âge-là n'entre pas complètement non plus dans la description du vieillissement. Vous avez aussi l'âge psychologique ou l'âge subjectif, celui qu'on s'attribue soi-même, l'âge qu'on a dans sa tête. Là aussi, c'est une expression souvent entendue. Et puis, on peut aussi parler de l'âge social ou l'âge administratif. C'est-à-dire que là, c'est l'âge qui est l'âge de... Alors, qui pouvait être autrefois l'âge de combattre, mais qui peut être l'âge d'accès à tel ou tel droit, l'âge d'accès à la retraite, l'âge pour être grand-parent, l'âge... en fait, l'âge à différentes étapes du cycle de vie. Donc là aussi, c'est un âge qui est influencé par le milieu social et par les différentes trajectoires de vie. Bref, 17 millions de personnes composent le groupe des personnes âgées aujourd'hui en France. C'est un groupe très hétéroclite et le ramener à sa seule dimension chronologique revient à lui donner une dimension homogène. Et ça ne peut pas tenir, ça peut pas passer. Donc il faut essayer autant que faire se peut, garder à l'esprit la diversité des situations, des cas de figure. Et c'est pour ça que Pierre Bourdieu disait que l'âge est une donnée biologique socialement manipulée et manipulable. Hein, pour toutes ces raisons, on voit qu'on peut tordre un peu ces questions d'âge et que ça nous renvoie tous à des dimensions différentes. Et puis, on voit qu'il y a une confusion qui s'opère entre l'âge biologique et l'âge social. Comment les sciences sociales se sont intéressées, occupées à la question du vieillissement à travers le temps. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et je ne peux pas bien la lire, alors je vais mettre comme ça. En fait, oui, à l'époque, il y a très longtemps, au Moyen-Âge, à la Renaissance, le vieux n'existait pas. Hein, je vous parlerai tout à l'heure des espérances de vie aux différentes étapes. C'est assez marqué. Donc, les héros historiques, les héros des légendes sont toujours des jeunes hommes qui restent éternels. Par contre, arrivé au XVIe, XVIIe siècle,
on voit les personnes âgées finalement acquérir une certaine position sociale. Ils vieillissent, pour certains, au sein de leur famille, sont pris en charge par la famille. Mais par contre, une autre catégorie se retrouve seule et finit ses jours avec les personnes abandonnées, handicapées, les enfants abandonnés. Et la vieillesse devient petit à petit un problème sociétal qu'on associe à la décrépitude. Et il faut attendre le XVIIIe siècle, sous l'influence des Lumières, pour qu'on s'intéresse un peu plus aux individus, à la valeur des individus. Et la vieillesse devient un phénomène social qui englobe cette fois des images un peu positives, de sagesse, de sérénité. On va trouver ça. Par contre, eh bien, avec la montée de l'industrialisation, l'exode rural et la fameuse classe ouvrière vieillissante, en fait, on va revenir plutôt à des images, un poids social de prise en charge un peu coûteux. Et la question de l'utilité sociale des anciens, et donc, qui dit utilité dit inutilité, va être posée. Et donc, là aussi, l'espérance de vie en France, qui était au début du XXe siècle, de 19e siècle, pardon, 33 ans pour les hommes et 37 ans pour les femmes. Donc là, c'est vrai qu'on revient à plutôt un côté disons, pesant, hein, à l'aspect pesant de la vieillesse. Là, je vais très 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 vite et j'arrive à la fin de la Seconde Guerre mondiale où la mise en œuvre de la retraite, hein, l'assurance retraite, impose la vision plus contemporaine de la vieillesse. Et en fait, le vieillard devient avant tout un retraité. On lui donne une visibilité sociale. Il a une consistance statistique qui fait que avant il y avait des vieux, maintenant il y a des retraités. Le retraité, c'est celui qui a un statut, c'est le droit au repos. Et c'est un statut plutôt valorisé qui protège les personnes. Donc on arrive à une nouvelle conception du temps de la vieillesse. Et puis avec l'espérance de vie, ce qu'on va voir avec quelques chiffres quand même, eh bien, ce temps s'allonge. C'est un temps où on peut faire des projets. C'est un temps où on peut prolonger un peu de la vie adulte tout en étant pas à la charge de la société parce qu'on récupère son dû, ce pourquoi on a cotisé. Donc là c'est vraiment fondamental ce changement. Et vous voyez que la vieillesse émerge avec de nouveaux comportements associés. Et les vieux ne composent plus la catégorie sociale la plus pauvre de la société. Ils sont majoritairement propriétaires au moment de prendre leur retraite. Ils proposent leur aide et leur soutien aux jeunes générations. Ils cherchent à occuper leur temps libre. Ils deviennent aussi une manne financière, hein, une catégorie de population qui est courtisée par la sphère économique. Donc voilà. Alors, là, c'est plutôt, c'était une partie un peu socio-historique. Parler quand même de la gériatrie qui est arrivée. Alors l'approche gériatrique, c'est une approche, c'est une branche de la médecine qui va étudier les points inhérents au vieillissement, les prémices de la gériatrie, qui vient du grec géron, qui signifie vieillard, date du milieu du 19e siècle avec Charcot. Et puis ça s'est développé surtout à partir, après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 60. Ça s'inscrit dans le contexte de l'allongement de l'espérance de vie, après la mise en place de la retraite, et qui indirectement, hein, à l'insu de son plein gré, en fait, participe à véhiculer une approche assez négative de la vieillesse, puisqu'elle focalise sur tout ce qui, la description en fait, hein, de la vieillesse, des maladies spécifiques à l'avancée en âge. La gérontologie, elle, consiste à appréhender la vieillesse dans une approche transversale. C'est une science qui s'occupe des problèmes biologiques, mais aussi psychologiques, sociaux et économiques posés par l'univers des personnes âgées. Là, je ne vais pas non plus trop décaler, c'est pour revenir à l'origine de la démographie, en tout cas en France. C'est le 18e siècle, milieu du 18e siècle, c'est pour vous montrer les premières tables. En fait, c'était un abbé qui a fait une première table de population, un tableau qui répertoriait le nombre de personnes vivantes à chaque âge et le nombre de personnes qui mouraient à chaque âge, dans chaque colonne par rapport à la population totale. Et ça, c'est un peu les bases de la démographie. La démographie, démo, c'est peuple, et graphie, la description. Donc, typiquement, la démographie décrit une population, notre population. Là, on peut passer. Alors, pyramide des âges, ça, on ne pouvait pas s'en passer. Tout le monde, je suppose que tout le monde a déjà vu des pyramides des âges, un peu dans tous les sens.
celle-ci et puis la suivante, elle propose, donc en grisé, vous avez la pyramide des âges de la population française en 2021. Et vous avez à l'intérieur ce qu'elle était en 1970. Et puis aujourd'hui, on est sur des projections pour 2070. Donc sur 100 ans, on voit ce qui se passe. Donc ce qu'on peut voir, c'est que petit à petit, alors bien sûr en 1970, c'était très marqué les générations creuses, hein, correspondant aux guerres. Et puis après le baby boom, hein, vous voyez bien cette marque-là. Mais on a quand même une allure un peu pyramidale, justement pour le coup, un peu en forme de sapin. Et c'est moi qui fais le bruit. Et pour 2070, bah, on voit que finalement, on va être plus. Bah, ça ressemble plus à un panettone, là, les brioches italiennes, un petit peu. Voilà, on voit que. Et surtout que les jeunes, hein, les générations jeunes sont moins nombreuses. Un peu à chaque âge, et puis on voit surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce vieillissement. C'est-à-dire que en fait, c'est une pyramide qui s'élargit en haut, qui s'élargit par le haut. Donc, on meurt, les générations meurent plus âgées, on va plus loin dans le temps. C'est surtout là, hein, et à la base, en fait, on est un peu rétréci beaucoup par rapport à 1970. Et un petit peu également par rapport à la situation actuelle. Et on peut remonter aussi, alors sur la diapo d'après, on peut remonter plus loin et voir ce que c'était encore il y a 100 ans. Et là, on voit encore plus, effectivement, la forme des pyramides. Alors, vous avez la rouge, je ne sais pas si tout le monde voit bien, mais le trait rouge au milieu, c'est vraiment là, le sapin de Noël. Et puis 1920, 1970. Après, tous les accidents sont les accidents liés au contexte social, guerrier, la vaccination, etc. Vous avez des descriptions assez précises. C'est toujours assez passionnant de voir une pyramide des âges parce qu'on peut lire tellement de choses. On peut lire les hommes, les femmes, bien sûr. On peut lire les années. On peut voir les générations. Chaque petite ligne, en fait, représente une année de naissance. Et vous avez les effectifs de cette cohorte à chaque fois. Et donc, on voit un peu comment se succèdent les générations et puis comment la population évolue. Là, on voit aussi l'énorme chapeau au-dessus en 2070 qui nous attend, avec une catégorie de personnes âgées inédites, quoi, aussi nombreuses inédites. Donc, voilà, quelques chiffres, hein, parce que souvent c'est pas ce qu'on préfère, mais c'est quand même toujours intéressant de pouvoir donner quelques chiffres. J'aurais pu le faire sous forme de devinette, je pense que vous en avez entendu parler. L'espérance de vie à la naissance, aujourd'hui, 2021, enfin les chiffres de 2021 là, de l'INED, l'Institut national des études démographiques, c'est pour les femmes de 85 ans et demi et les hommes 79,4 ans. L'espérance de vie à 65 ans, donc ça aussi c'est une donnée intéressante qu'on calcule parce que en fait ça permet de voir pour les survivants à 65 ans eh bien où est-ce qu'on en est, combien d'années en moyenne il reste à vivre. Là aussi les femmes, l'espérance de vie à 65 ans est supérieure pour les femmes. Et puis l'espérance de vie, ça c'est une donnée aussi qu'on utilise de plus en plus souvent, hein, l'espérance de vie sans incapacité, où vous verrez aussi l'espérance de vie en bonne santé. On utilise les deux formules. Donc cette espérance de vie qui est de 62,6 ans pour les femmes et quasiment 65 pour les hommes. Donc là, supérieure pour les hommes. Et c'est une espérance de vie sans incapacité qui a beaucoup augmenté récemment. Donc quelques chiffres aussi pour les projections à venir. La population des 65 ans et plus, c'est combien ? C'est 15 millions de personnes. J'ai un peu arrondi. Hein. Si vous trouvez un jour 14,9, vous ne m'en voudrez pas. Mais ça fait plus de 20% de la population. Donc la structure de la population française, c'est quand même 20% de 65 ans et plus. Et entre 2000 et 2020, ça a augmenté de 5%. Les 75 ans et plus, c'est moitié moins. C'est facile à se souvenir. C'est 7,5 millions, on va dire. Et ça représente forcément aussi la moitié de 20%, 10% de la population. En 1950, j'ai été rechercher des chiffres pour voir un peu la vitesse du vieillissement. En 1950, donc les 75 ans et plus étaient 1,6 million et 3,8 en 1990. Donc soit la moitié seulement il y a 30 ans. Le vieillissement s'accélère.
depuis le début des années 2010 et avec l'arrivée des générations du baby-boom aux âges de la retraite, donc ceux qui sont nés en 46 et après. Les dernières projections eh bien, nous conduisent à dire qu'il y a effectivement ce vieillissement de la société qui va inéluctablement se poursuivre. Et on attend plus de 6 millions de personnes de 75 ans et plus en plus de 6 millions en 2070 et 5 millions en moins en effectif des moins de 60 ans. Donc cette structure va continuer, comme on l'a vu sur la pyramide. Hein. Donc la part des 65 ans et plus pourra atteindre près de 30% de la population à cet horizon. Bon, là, vous voyez la courbe ici, c'est vraiment là pour le coup indicatif. L'évolution de la population française, on avait l'idée que la population française, les dernières projections montraient qu'on dépasserait 72, 73 millions. C'est plus le cas. En février, il y a des nouvelles projections qui sont sorties. Et en fait, c'est en 2044 que la population française atteindrait son maximum, son effectif maximum à 69,3 millions. Aujourd'hui, on est à 67,5. Donc, une croissance assez lente, en fait. Et même à partir de 44, la France perd de la population. Ce qui arrive au Japon, en Italie, en Espagne, en Allemagne, enfin, Allemagne de l'Ouest, parce que depuis qu'ils sont unifiés, ils ont regagné un peu de dynamique démographique. Mais voilà, donc ce qu'on prévoit, c'est que d'ici une vingtaine d'années, chaque année, il n'y aura plus de problème de logement, en fait. Voilà. Juste si je voulais vous montrer, c'était pour la partie un peu rigolote. Enfin rigolote, pour qu'on voit un peu le chemin parcouru sur les espérances de vie, les gains d'espérance de vie. Vous avez sur le petit tableau, je ne sais pas si vous le voyez, mais en 1740, les hommes vivaient en moyenne moins de 24 ans et les femmes un peu moins de 26 ans. Et puis j'ai pris des chiffres, je crois, pour rester sur les 70 et les 20, donc comme on avait 2021. Donc 1821, 38 ans, bon c'est un peu mieux. 39 ans pour les femmes, pas beaucoup plus. 1870, franco-prusse. 33 ans et demi, donc une diminution là, de l'espérance de vie, sans doute liée au conflit, et une diminution aussi pour les femmes. Et puis après commence à arriver au cours du XXe siècle, vraiment les progrès de l'hygiène, ne serait-ce que se laver les mains. Donc l'hygiène, la vaccination, la mise en place du système de soins à la française de santé. Et là, les gains, vous voyez ici, les gains d'espérance de vie entre chaque période sont quand même assez considérables. Hein. Entre 1870 et 1970, on a gagné 39, plus que doublé, oui, 45 ans en fait. Voilà. Petit détail aussi qui montre, alors il y a plein d'indicateurs sur le vieillissement et l'avancée du vieillissement en France. L'indicateur aussi du nombre de centenaires, ils étaient 200 en 1950, ils étaient 30 000 il y a 2 ans. Et puis on en attend pour 2050, je crois, 100 000. Donc c'est une évolution aussi assez considérable. Bon, l'évolution de la part des personnes âgées en France. En fait, là, vous avez 3 groupes d'âge et puis vous avez les différentes périodes. Quand les personnes, en fait, c'est le contraire, si vous voulez, de courbe d'espérance de vie. Plus il y a des événements tragiques pour l'ensemble de la société, plus la part des personnes âgées va augmenter puisque eux, ils ne sont pas touchés, ils ne partent pas à la guerre, etc. Donc là où ils diminuent, vous voyez, pendant la guerre, ça fait une petite pointe. Et puis après, vous avez ces étapes 1 et 2. Baby boom, c'est donc cette période un petit peu à part, spécifique, qui donne un sursaut de rajeunissement à la structure de la population française. Mais à la fin du baby boom, bon, on voit que ça, les proportions, en fait, la proportion des personnes âgées, quelle que soit la classe d'âge, continue d'augmenter en France. Et puis, c'est pas dans les projections, ça se poursuit également. Ensuite, diapo suivante. Là, c'est l'espérance de vie à la naissance. Donc, c'est pareil. C'est un indicateur qui est assez intéressant aussi à voir. Il distingue les hommes des femmes.
Vous voyez que les courbes se suivent dans l'ensemble. Après, pour les guerres, les périodes de guerre, effectivement, là, l'évolution de l'espérance de vie des hommes est beaucoup plus marquée vers une chute, hein, un précipice que celle des femmes. Et par la suite, on voit les gains à partir surtout des années, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voit les gains importants en nombre d'années. Alors, sur le vieillissement de la société, ce qu'on vient de voir, c'est une situation un peu paradoxale. Il y a bien un vieillissement de la population, c'est très clair dans les données chiffres, et pourtant la vieillesse recule, puisqu'on vit plus longtemps. Et bon, la réalité du vieillissement démographique ne doit pas passer inaperçue, mais elle pourrait être décrite de façon neutre. Or, elle s'accompagne la plupart du temps de termes empruntés à la terminologie du déclin. Déclin démographique, déclin économique, déclin social. On relève davantage l'augmentation de la part de personnes âgées, alors que le vieillissement s'explique aussi par la baisse de la natalité. Et s'explique aussi, et d'abord, c'est parce qu'il y a moins de natalité directement, vous avez moins d'enfants qui naissent, directement la société déjà est plus âgée l'année d'après. Mais ça, c'est vrai qu'on insiste un peu moins là-dessus. C'était vraiment la marotte de la première moitié du XXe siècle. La France a plutôt des politiques natalistes, en fait, a soutenu très longtemps la natalité. Et alors, en fait, si cette transition démographique, cette révolution grise est aussi crainte, c'est que les enjeux sont forts et très nombreux, et aussi que les représentations associées au vieillissement sont globalement négatives. Là, j'ai fait un petit catalogue, mais chacun pourra aussi en trouver. Là, le petit catalogue que je propose, c'est les enjeux sociaux. On a déjà entendu parler du lien social dès le début de l'importance du lien social et du maintien du lien social dès le début de cette journée. La prise en compte des transformations familiales, des solidarités intergénérationnelles. Il y aura une intervention, je crois, dans la journée sur cette question. Les inégalités sociales, territoriales, le rôle et la place des aidants, la place des loisirs. Économique, là, on va retrouver l'équilibre du système de retraite, le coût de la dépendance, la redistribution des richesses entre générations, le risque d'une augmentation d'un retour, en fait, de la précarité associée à la catégorie des retraités, qui auront connu des parcours professionnels davantage heurtés pour les prochaines années. Ensuite, des enjeux politiques, anticiper les besoins, veiller à l'accès aux droits, à la bonne répartition de l'offre de soins, la lutte contre l'isolement. Bon, le bien vieillir, ça j'ai mis dans le chapeau santé, mais vous allez voir que les choses, elles sont transposables, ou elles peuvent traverser plusieurs domaines. Il y a beaucoup d'enjeux qu'on pourrait mettre finalement dans plusieurs catégories. Prévention de la perte d'autonomie. Sur le plan éthique, veiller à la liberté, aux valeurs, de liberté de choix, la question de la fin de la vie, la question de l'équité, du respect des personnes. Et puis, j'ai rajouté aussi un onglet sur la technologie, puisque il y a ce périmètre d'action des nouvelles technologies qui est en question, la dématérialisation des services et des démarches, les questions autour de la télémédecine. Au-delà de tout ça, il n'y a pas un enjeu logement, mais ce que j'ai voulu indiquer, nous, à l'unité de recherche sur le vieillissement, le logement est devenu une entrée, peut-être pas principale, mais en tout cas majeure pour nos études et nos recherches. On a mené il n'y a pas longtemps avec donc Laurent, les équipes de Tours et des partenaires de l'INED, on a mené une étude sur la mobilité résidentielle des retraités, consultable sur notre site, vous pouvez télécharger notre rapport, etc. Et puis, en ce moment, on est sur le terrain, justement, depuis l'Indre jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, pour une étude sur les inégalités sociales et le vieillissement. Et puis se prépare aussi une autre recherche dont Laurent vous dira deux mots tout à l'heure, toujours sur la question du logement, de l'habitat intermédiaire, l'habitat des retraités. Donc, ça traverse l'ensemble de ces problématiques, les lieux du vieillir, les nouvelles formes d'habitat, leur diversité, la configuration de la structure, la répartition géographique, l'aménagement. Toutes ces questions sont au cœur des réflexions et le logement constitue vraiment un des leviers privilégiés. Exemple, tout à l'heure, a été dit aussi en introduction assez rapidement que les gens souhaitaient vieillir à domicile. Donc là, vous avez finalement le lieu de vie, les modes de cohabitation des personnes âgées de 65 ans ou plus. Vous avez donc à gauche les femmes, à droite les hommes. Pour les femmes, la couleur dominante, c'est le jaune. Et avec l'avancée en âge, le jaune, et puis arrive un peu plus de rouge. Le jaune, c'est les femmes qui vivent seules à domicile. Et le rouge, c'est l'entrée en institution. Pour les hommes, la dominante large, quel que soit l'âge, même si ça diminue un peu avec
avec l'âge, c'est le bleu. Et le bleu, c'est vivre en couple à domicile. Ce qui nous fait dire et répéter année après année qu'effectivement, on constate qu'en France, les femmes vieillissent seules et que les hommes vieillissent en couple, et souvent en couple à domicile. Cette question-là aussi, c'est une diapo chargée, je m'en excuse, hein, mais c'est pour insister sur le logement comme un refuge, comme un repère pour les individus, le temps passé, les habitudes. Ça, quand on va à la rencontre des gens, c'est ce dont ils témoignent. Le maintien à domicile, c'est en fait pour rester chez soi, dans son repère, dans ses habitudes de vie. Et c'est vrai que la sociabilité, les gens qu'on peut y côtoyer sont rassurantes et protectrices. Pour autant, parmi les 75 ans et plus, donc même s'il y a plus de 9 personnes sur 10 qui vivent à domicile, le rapport de l'ANA a montré que, un rapport de 2015 a montré qu'il y avait seulement 6% des logements qui étaient adaptés à l'avancée en âge, parmi une enquête sur les 65 ans et plus. Et qu'en tout cela faisait 2 millions de logements qui nécessitaient une adaptation, que 2 bénéficiaires sur 10 déclaraient être gênés au quotidien dans leur logement et 44% pensaient y rencontrer des problèmes en vieillissant. Escalier, risque de chute arrive en premier, mais il peut y avoir également des aménagements pour la salle de bain et ce genre de choses. L'INPES, elle, a souligné que 62% des 450 000 chutes enregistrées avaient lieu au domicile, annuel, hein, et qu'un tiers des personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile chutent chaque année, et dont une majorité de femmes. Et là, bon, je ne l'ai pas rajouté parce que comme c'est les femmes qui sont majoritaires dans les âges élevés, effectivement, ceci explique cela. Ouais, c'est il y a 2 ans, en 2019, on peut... Donc l'image de la vieillesse, bien sûr, selon les époques, les pays, les cultures changent, et puis selon l'âge de la personne qui répond. Mais longtemps, l'âge de 60 ans est resté associé à la vieillesse, surtout en France, c'était un âge robuste. Aujourd'hui, on est passé surtout 65 ans et plus. Hein. Un sondage récent, donc l'Ipsos en 2019, révèle que les Français estiment qu'on est considéré comme vieux à partir de 69 ans. Donc il y a la barrière des 70 ans qui pose tant de questions, mais pour les moins de 25 ans, on est vieux à quel âge ? 61 ans. Voilà. Mais pour les personnes de 65 ans, c'est à 77 ans qu'on est vieux. C'est marqué sur les boîtes de jeu. L'âge, c'est aussi la question de l'âge et l'entrée dans la vieillesse, c'est aussi une affaire de catégorie sociale. Pour les ouvriers, on est vieux à 65 ans. Et pour les 10 personnes percevant les plus faibles revenus, on est vieux à 66 ans, c'est quasiment pareil. Par contre, pour les cadres supérieurs, c'est 70 ans, l'entrée dans la vieillesse, et 72 ans pour les personnes aux revenus les plus hauts. Ça, c'était une affiche, début XXe siècle, une affiche de la CGT qui parlait des retraites et qui disait, des retraites pour les vivants et pas pour les morts. Et c'était pour insister un peu sur les inégalités sociales, la prise en compte, effectivement, des trajectoires, de l'expérience des individus et voilà, donc l'importance de cette j'avais pris des notes mais bon, c'est pas la peine. Sur les représentations, là, cette petite phrase aussi qui est importante, c'est que la définition, c'est de dire que finalement la représentation est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. Donc, ce qu'on dénominait jusqu'en 85 encore dans les textes administratifs, les textes législatifs, on trouve encore les termes de vieux, vieille, vieillard. C'est devenu de façon obligatoire personnes âgées. Il y a eu un arrêté en 85 et on a remplacé ces termes par personnes âgées ou retraitées selon le cas. Récemment, donc j'en ai parlé tout à l'heure, le rapport du feu Schubert, réussir la transition démographique et lutter contre l'agisme, a prolongé lui-même les préconisations d'un précédent rapport, le rapport Libaud, et a fait quand même ressurgir régulièrement des débats. Donc même s'il y a beaucoup de préconisations, on voit que l'agisme n'est jamais très loin. Par exemple, la limite, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour voter ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour conduire ? Qui témoigne d'une suspicion un peu récurrente sur la place fragile des aînés dans la société. Voilà, c'est juste pour montrer quelques images à la fin. Donc des campagnes de sensibilisation qui partent d'un bon esprit, d'une bonne intention. Papy n'ouvre pas aux inconnus. Et puis, alors ça c'est la préfecture de police, il y a une vingtaine d'années. Il y a un grand loup, un méchant loup derrière
derrière la porte. Et puis, comment prendre soin de nos aînés. Et dans les deux cas, c'est vrai qu'on a trouvé beaucoup de... c'est-à-dire que ça partait d'une bonne intention, mais beaucoup de critiques qui étaient liées à la condescendance. Donc, la condescendance se lie. La personne vers qui on va s'exprimer en disant, justement, en disant, bah oui, nos aînés, qu'est-ce qu'on les aime, on s'occupe bien d'eux. Finalement, ça les marque obligatoirement d'un même élan. Et c'est surtout dans le regard d'autrui que le processus de vieillissement s'opère. Et c'est là qu'on devient vieux, c'est quand on le lit. Alors, on peut le voir dans le miroir, mais dans sa tête, on ne le voit pas. Et là, ça commence à arriver à l'intérieur de soi, de son identité propre, quand effectivement, eh bien, ça peut être les objets, la canne, vous voyez, alors, la marche médiatique autour des âges, sciences humaines, vieillir pour ou contre. Le journal de toutes les psychologies, là, vieillir entre naufrage et renaissance, c'est pas mal. Un dossier du Monde sur la France face à ses vieux. Aujourd'hui, bien vieillir, c'est ne pas vieillir. Comme si vieillir était une négligence dans un monde où tant de moyens sont mis à notre disposition pour rester jeune. D'où une sorte de culpabilisation qui s'opère, ou de négation, en fait. Et là, on revient aux deux pôles que je disais en entrée, c'est-à-dire il y a une injonction, le bien vieillir, et faut être jeune, quoi. En fait, c'est pas vieillir. Et donc, vieillir le moins possible. Ça en va passer, c'est le marketing, c'est pour montrer, vous voyez les images, ces deux pôles qu'on retrouve là, deux pôles de la vieillesse, les représentations, la publicité, c'est pour ça, c'est fantastique. La publicité, c'est un marqueur, un vecteur, alors c'est fait pour, c'est toujours caricatural, et c'est des images très tranchées, mais c'est vrai que vous avez donc du stéréotype. Pour les personnes âgées, il y a deux groupes, donc un groupe en activité. Le groupe d'activité est décliné autour du renouveau, dynamisme, sportivité, séduction, Jane Fonda, promotion de la vieillesse juvénile. Et puis le groupe des dépendants, qui est décliné autour de la fragilité, de l'absence, de l'immobilisme, de l'enfermement et la contrainte. Vieillissement de la population, donc c'est un champ très vaste, et vous allez voir aujourd'hui à quel point finalement les thèmes associés sont nombreux et passionnant. Les sciences sociales et humaines, SHS, n'ont pas toujours été intéressées par l'âge. On est socialement vieux de plus en plus jeune et biologiquement vieux de plus en plus tard. Ça, c'est aussi une des données récentes. Mais vieillir n'a pas la même signification selon les individus, la génération, le genre ou le milieu social. Le vieillissement est le produit de la trajectoire passée et des ressources dont on dispose au moment de la retraite. Ça, c'est typiquement le type d'études qu'on mène à présent, mais aussi du contexte présent. Le poids politique, social, économique des personnes âgées va inéluctablement augmenter. La vieillesse est devenue une étape de plus en plus longue et de moins en moins homogène. Et enfin, toutes ces transformations-là qui sont en cours et qui vont perdurer, j'espère qu'on aura encore l'occasion d'en reparler ensemble et puis pour nous faire des recherches. Merci beaucoup pour votre attention.